Bienvenue sur RFI si vous nous rejoignez. Il est 18h à Paris, 19h à Ankara. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. Nous sommes le lundi 1er avril et c'est une nouvelle édition du journal en français facile qui commence. À la une, la victoire de l'opposition en Turquie aux élections municipales. Pour le camp présidentiel, c'est un véritable revers et cela pourrait s'expliquer par le manque de participation des électeurs. Plusieurs personnes sont mortes et le consulat d'Iran a été détruit à Damas, en Syrie, dans un raid. Selon le ministère de la Défense syrien, il attribue la frappe à Israël. Et en Israël, les ultra-orthodoxes doivent-ils faire leur service militaire ? C'est le débat qui anime la société en pleine guerre avec le Hamas. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est une large victoire de l'opposition en Turquie. Hier soir, les résultats des élections municipales sont tombés. Et c'est sans appel, le parti du CHP conserve les mairies des deux plus grandes villes du pays, Ankara et Istanbul, mais il en a aussi gagné beaucoup d'autres. Du côté du parti présidentiel, l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, on digère la défaite. Le président a d'ailleurs promis une autocritique dans les rangs de son parti pour comprendre les raisons de ce recul à l'échelle du pays. Et l'une des raisons de la défaite, cela pourrait être le taux de participation. Correspondance d'Anne Andelor à Istanbul. Les Turcs ont beaucoup moins voté que d'habitude et ce dans tout le pays. Le taux de participation officiel est de 78%. Cela paraît beaucoup, mais c'est peu pour la Turquie. C'est même le plus mauvais taux depuis 20 ans. Et il semble que l'AKP, le parti de Tayyip Erdogan, ait souffert plus que ses rivaux de la démobilisation de son électorat. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, à commencer par la crise du pouvoir d'achat. Contrairement à ce que le président avait espéré et promis, sa nouvelle politique économique mise en place à l'été dernier, juste après sa réélection, n'a pas encore produit d'effet. Les Turcs sont allés voter avec une hausse des prix toujours aussi forte, de 67% sur un an. Une partie semble avoir voulu adresser un carton jaune au président en n'allant pas voter. D'autant que Tayyip Erdogan, toujours soucieux de ne pas se créer de concurrents dans son parti, avait désigné des candidats très peu charismatiques, notamment à Istanbul et Ankara. Des candidats qui n'ont pas réussi à mobiliser les électeurs les plus déçus. Anne Andelor, Istanbul, RFI. À la une également, un raid a détruit le consulat d'Iran à Damas, en Syrie, d'après le ministère syrien de la Défense. Il ajoute que des travaux sont en cours pour récupérer les corps et sauver les blessés sous les décombres. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque au moins 8 morts. Le ministère des Affaires étrangères syrien a réagi. Il condamne la frappe qu'il attribue à Israël. En Israël, justement, un débat agite de nouveau la société. Les ultra-orthodoxes doivent-ils ou non faire l'armée ? Ces juifs très religieux ont droit à une exemption, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de faire le service militaire obligatoire, contrairement à tous les autres Israéliens, garçons et filles âgés de 18 ans. Mais en pleine guerre contre le Hamas, cette exception, elle est de moins en moins acceptée par le reste de la société israélienne. En conséquence, la Cour suprême ordonne au gouvernement d'arrêter de financer des écoles religieuses si leurs étudiants ne vont pas à l'armée. Reportage de Sami Boukhelifa. Banlieue de Tel Aviv, bureau de recrutement de l'armée. Massé devant l'entrée, un groupe de jeunes barbus, costume noir, chapeau noir et chemise blanche, le style typique des ultra-orthodoxes. Un formulaire d'exemption à la main. Il est signé par mon rabbin et par l'armée, explique le jeune religieux. Chaim a 18 ans, mais pas question d'aller à l'armée. Sa mission à lui, étudier la religion. Je vous le dis de façon catégorique, l'armée ne parviendra pas à enrôler un seul ultra-orthodoxe. Ma croyance, c'est que l'étude de la Torah protège Israël. Nous protégerons les soldats grâce au pouvoir de l'étude de la Torah. Quelques mètres plus loin, Shalom, lui aussi religieux, mais qui se définit comme un ultra-orthodoxe moderne, a une position moins tranchée. Pour accepter de rejoindre l'armée, on demande des choses simples, que la nourriture soit cachère selon nos critères et qu'il n'y ait pas de mixité homme-femme. J'ai déjà plein d'amis ultra-orthodoxes qui ont fait l'armée et j'espère qu'il y en aura davantage.
mais ça prendra des années. Loin des casernes, à Jérusalem, la chercheuse Rivka Ben Shachar, maître de conférence au Sapir Academic College, elle-même issue du milieu ultra-orthodoxe, plaide pour la fin de l'exemption. Le problème actuel, c'est que les ultra-orthodoxes souhaitent protéger leur communauté. Ils n'ont pas peur de mourir à la guerre, mais ils ont peur d'être dilués dans la société laïque. Mais nous avons plus que jamais besoin de soldats. Sur les 66 000 ultra-orthodoxes en âge de combattre, seuls 540 ont rejoint l'armée depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas. Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI. Et depuis le 7 octobre, 32 845 personnes ont été tuées au total dans la bande de Gaza. C'est un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas. En parallèle, après 2 semaines d'attaques répétées, les soldats israéliens sont partis de l'hôpital Al-Shifa à Gaza ce lundi. Ils affirment avoir tué plus de 200 combattants du Hamas et avoir trouvé de nombreuses armes sur place. Depuis leur départ de l'hôpital, les témoignages des médecins et des civils sont glaçants. Ils évoquent de nombreux morts et des bâtiments détruits. Et dans ce contexte, une réunion virtuelle doit avoir lieu ce lundi entre des responsables israéliens et américains. Le sujet, c'est bien sûr la guerre à Gaza, mais surtout le projet d'une offensive israélienne sur la ville de Rafah, située dans le sud de l'enclave palestinienne. Ce projet, voulu par l'État hébreu, est annoncé depuis des semaines et il provoque l'inquiétude de la communauté internationale, car plus d'1,5 million de Palestiniens se sont réfugiés dans cette ville pour échapper aux bombardements sur le reste du territoire. Autre conflit, celui en Ukraine, qui se poursuit. Un responsable de l'occupation russe est mort ce lundi dans une explosion dans la région de Lougansk, dans l'est du pays. D'après les autorités pro-russes de la région, il a été victime d'une voiture piégée. Elles ajoutent qu'une enquête est en cours. Et toujours à propos de la guerre en Ukraine, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'est exprimé. Il appelle la Chine à, je cite, « envoyer des messages très clairs à la Russie », car il estime que Pékin joue un rôle clé dans la souveraineté de l'Ukraine. Il faut dire que la Chine assure qu'elle est neutre dans ce conflit, mais sa relation avec Moscou s'est approfondie depuis le début de la guerre. Et puis, ce lundi, c'est l'anniversaire de la mort de Marvin Gaye, le prince de la soul, est mort il y a 40 ans, jour pour jour, le 1er avril 1984, abattu par son père avec un revolver. Marvin Gaye a laissé derrière lui 25 albums, dont What's Going On, qui a été classé au premier rang des 500 plus grands albums de tous les temps par le magazine Rolling Stone. On croyait donc tout connaître de son œuvre, mais des enregistrements inédits viennent de faire surface en Belgique, où Marvin Gaye a résidé en 1981. Pierre Benazé. Ce qu'on entend là, c'est Marvin Gaye en train d'enregistrer une chanson en Belgique. Depuis 1981, personne n'avait entendu cette mélodie. Cette année-là, le prince de la soul a vécu 6 mois à Ostende. C'est d'ailleurs en Belgique qu'il a enregistré un de ses titres les plus connus, Sexual Healing. Mais apparemment, Marvin Gaye avait fait bien d'autres essais de composition musicale. Est-ce que ça enregistre ? Demande Marvin Gaye. Heureusement, parce que sinon je m'en souviendrai jamais. En quittant la Belgique, Marvin Gaye aurait dit à ses hôtes « Je vous laisse tout ça, faites-en ce que vous voulez ». Tout ça, ce sont divers costumes de scène, quelques carnets de notes et des dizaines de cassettes audio. 38 contiennent des enregistrements avec sa voix. Et les heureux détenteurs de ces cassettes aimeraient maintenant que ces mélodies puissent devenir de nouveaux titres de Marvin Gaye. Mais un casse-tête juridique va se poser. Selon la loi belge, au bout de 30 ans, celui qui détient un objet en devient le propriétaire. Mais cette loi ne vaut pas pour la propriété intellectuelle, les droits d'auteur. Pour espérer entendre un jour un peu plus que ces quelques secondes d'enregistrement, il faudra que ceux qui les détiennent trouvent un accord avec les héritiers de Marvin Gaye. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI. Et dans l'actualité européenne également, depuis ce lundi, on a le droit de fumer du cannabis en Allemagne. Le pays est le 3e en Europe à rendre cette drogue douce légale après Malte et le Luxembourg. Il est donc possible d'en consommer et d'en cultiver, mais avec des limites. Les Allemands ont le droit d'avoir jusqu'à 25 grammes de cannabis sur eux et 50 grammes à leur domicile. C'est ainsi
que se termine cette édition du journal En français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez l'émission Radio Foot International.